Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons parler d'une partie de campagne. Cette nouvelle a été écrite par Guy de Maupassant et est parue en 1881. Lors de la fête de Pétronille Dufour, la famille part à la campagne. Dans la voiture se trouvent Madame Dufour qui a 36 ans, Monsieur Dufour qui est le conducteur, une grand-mère, une jeune fille qui a entre 18 et 20 ans et un garçon. Ils parviennent à Beson à une auberge de campagne nommée Restaurant Poulain. En attendant que les hommes descendent, la grand-mère de la voiture dételle le cheval et se lave les mains, les deux femmes sont sur des balançoires. Alors que la jeune fille parvient à se balancer, sa mère demande à son mari de la pousser. Monsieur et Madame Dufour commandent le déjeuner. Le garçon découvre sous un hangar 2 yolles de canotier. Monsieur Dufour a canoté dans sa jeunesse et était bon dans ce sport. La servante vient annoncer que le repas est prêt. Madame Dufour veut s'asseoir à la place qu'elle s'était choisie, mais 2 jeunes gens y sont. Il s'agit sûrement des propriétaires des yolles. Les 2 jeunes hommes décident de laisser la place à la famille et vont quelques pas plus loin. Les bras nus des hommes gênent la jeune fille, mais sa mère les regarde hardiment. Madame Dufour dialogue avec un des canotiers. Nous apprenons que les Dufour ne vont à la campagne qu'1 ou 2 fois par an, alors que le canotier y va tous les soirs. Madame Dufour a peur que les canotiers aient froid à cause de leurs maillots, mais ces hommes sont solides et ont un mode de vie qui se prête à leurs vêtements. Il commence à faire chaud, ce qui fait que Monsieur et Madame Dufour déboutonnent ou dégravent des vêtements. Le vin rend sous le père et le garçon aux cheveux jaunes. Les 2 canotiers mettent leurs yolles sur la rivière et reviennent pour proposer aux femmes de faire un tour. Tandis qu'un canotier transporte la mère, l'autre transporte la jeune fille. Il se dirige au petit bois de l'île aux Anglais. Le canotier tombe amoureux de la jeune femme. Cette dernière est troublée par le vin, par la chaleur, mais aussi par le jeune homme qui la regarde. Elle s'appelle Henriette, et il s'appelle Henri. L'autre canotier va mener la mère jusqu'à Robinson. Henri et Henriette entendent un chant de rossignol, ce qui émeut Henriette, car un rossignol était présent lors des rendez-vous de Roméo et Juliette. Henri fait en sorte de s'approcher le plus possible de l'oiseau, avec son bateau, puis en marchant sur l'île. Le jeune couple se situe en dessous de l'oiseau. Henri enlace la taille d'Henriette, qui se débat mollement. Henriette ressent une forte émotion, qui la fait pleurer. Lorsque quelqu'un appelle la jeune fille, le rossignol se tait. Le canotier lui dit de ne pas répondre sous peine de faire fuir l'oiseau. Henriette ne répond pas. Il cherche à l'embrasser, elle se débat, puis il l'embrasse, et elle l'embrasse. L'oiseau se remet à chanter. Son chant de plus en plus rapide semble aller au rythme des baisers. Le couple finit par partir et rejoint la mère, qui était en train de fricoter avec l'autre canotier. On reprend les bateaux, et on revient à Beson. Quand ils reviennent, la voiture est déjà prête. Les canotiers et la famille Dufour se séparent. 2 mois plus tard, Henri trouve le magasin des Dufour. Madame Dufour lui apprend que sa fille est mariée avec le garçon qui les accompagnait. 1 an après la fête à la campagne, Henri retourne à l'endroit dans le bois où lui et Henriette se sont embrassés. Il y retrouve Henriette et son mari. Nous apprenons qu'Henri retourne souvent à cet endroit. Elle dit penser à ce qu'il s'est passé tous les soirs. Dans cette nouvelle se trouvent 2 groupes différents. Il y a celui des Parisiens. D'après Monsieur Dufour, la campagne apparaît dès que l'on s'approche du pont de Neuilly. Or d'autres villes sont visibles à l'horizon, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas de la campagne. Pour les Parisiens, la campagne débute là, où elle ne commence pas vraiment. Leur émerveillement montre qu'ils ne sont pas habitués à la nature. Ils ne savent pas où aller et tombent sur l'auberge par hasard. Il semble que ce soit la première fois qu'Henriette entend un rossignol chanter. Ce n'est pourtant pas un oiseau rare. Madame et Monsieur Dufour ne sont pas à l'aise lorsqu'ils pique-niquent dans l'herbe. Les Parisiens ont un physique ingrat. De nombreuses descriptions de Madame Dufour nous font comprendre qu'il s'agit d'une femme potelée. Elle ne parvient même pas à faire bouger sa balançoire toute seule. Les bras de Monsieur Dufour sont ridicules à côté des bras des canotiers. Le garçon qui les accompagne est une copie du père. Il a les cheveux jaunes, ce qui est peu flatteur. Seule Henriette semble avoir le corps parfait, mais elle deviendra peut-être, avec les années comme sa mère. On devine que ces boutiquiers doivent peu se dépenser et rester statiques derrière leur caisse. Les Parisiens supportent mal la chaleur, sont gênés par la poussière, et tiennent très mal le vin. Les goûts des Parisiens ne se font pas dans la praticité ni dans la finesse. Madame Dufour va à la campagne, avec une robe de soie, elle fait trembler sa graisse, lorsqu'elle fait de la balançoire. Son histoire avec le second canotier est une réplique grotesque de l'histoire entre Henriette et Henri. Le père et le garçon sont saouls, dorment ou mangent. La grand-mère ne parvient pas à attraper un chat et craint d'arriver à Paris durant la nuit. Dans l'autre groupe se situent les personnes habituées à la campagne. Il s'agit des 2 canotiers. Ils ont une grande force physique.
Leurs bras sont impressionnants, car ils sont habitués à ramer. Leur simple maillot montre qu'ils ne redoutent pas la nature, mais sont en osmose avec elle. Ils sont bronzés, n'ont pas froid, se baignent en sueur, et font des courses la nuit. Ces jeunes hommes semblent être actifs tout le temps. Ils ont un mode de vie bien plus sain. Contrairement aux Dufour, ils savent où aller. Ils mènent les deux femmes à l'île et un canotier emmène Madame Dufour à Robinson. À la fin de l'histoire, nous apprenons qu'Henriette s'est mariée avec le garçon qui accompagnait la famille lors de la sortie. Nous ne comprenons pas ce mariage. Il se peut que ce mariage ait été décidé par les parents. En effet, le garçon prendra la suite du commerce des Dufour. Le mariage aurait été fait pour un simple côté pratique. L'air triste de la jeune fille dans les bois, un an plus tard, laisse à présager cette éventualité. Une autre possibilité est qu'Henriette soit tombée enceinte d'Henri. Maupassant reste flou sur ce qu'il s'est passé dans les bois, ce qui laisse au lecteur le choix d'imaginer ce qu'il veut. Enceinte au plus de 2 mois, il se peut qu'Henriette, ou ses parents aient voulu cacher cette grossesse en la mariant le plus rapidement possible au premier homme, qu'ils avaient sous la main, et qui n'a même pas de nom tout au long de la nouvelle. Quoi qu'il en soit, le mariage entre deux ne peut être qu'une catastrophe. Lors de la partie de campagne, il n'y a eu aucun atome crochu entre eux. Tandis qu'Henriette était avec le canotier, le garçon dormait sous le pont. Lorsqu'Henriette est revenue à Beson, le garçon était en train de manger. Il n'aide pas Henriette à descendre de la voiture. Lors du trajet de départ, le garçon était au fond de la charrette, et non à côté d'Henriette. Cette dichotomie se retrouve un an après, puisque le garçon dort, alors qu'Henriette est en méditation. Quand le garçon se réveille, il met fin à la conversation entre sa femme et Henri. Un rossignol. Elle n'en avait jamais entendu, et l'idée d'en écouter un fit se lever dans son cœur la vision des poétiques tendresses. Un rossignol, c'est-à-dire l'invisible témoin des rendez-vous d'amour qu'invoquait Juliette sur son balcon, cette musique du ciel accordée au baiser des hommes, cet éternel inspirateur de toutes les romances langoureuses qui ouvrent un idéal bleu au pauvre petit cœur des fillettes attendries. Elle allait donc entendre un rossignol. « Ne faisons pas de bruit, » dit son compagnon. « Nous pourrons descendre dans le bois, et nous asseoir tout près de lui. » L'aïeul semblait glisser. Des arbres se montrèrent sur l'île, dont la berge était si basse que les yeux plongeaient dans l'épaisseur des fourrés. On s'arrêta, le bateau fut attaché, et, Henriette s'appuyant sur le bras de Henri, ils s'avancèrent entre les branches. « Courbez-vous, » dit-il. Elle se courba, et ils pénétrèrent dans un inextricable fouillis de lianes, de feuilles et de roseaux, dans un asile introuvable qu'il fallait connaître, et que le jeune homme appelait en riant son cabinet particulier. Juste au-dessus de leur tête, perché dans un des arbres qui les abritait, l'oiseau s'égosillait toujours. Il lançait des triées et des roulades, puis filait de grands sons vibrants qui emplissaient l'air, et semblaient se perdre à l'horizon, se déroulant le long du fleuve, et s'envolant au-dessus des plaines, à travers le silence de feu qui appesantissait la campagne.